Désormais, Poutine frappera partout en Ukraine. Les secteurs économiques les plus sensibles seront visés et lourdement frappés, détruits, pulvérisés. L'agriculture, les ports, les flux d'exportation qui permettent à Kiev de maintenir ses revenus, l'énergie, les entrepôts de chaînes de supermarchés, les industries, les transports et infrastructures connexes. Ils frapperont tout. La vie deviendra plus difficile pour le peuple ukrainien. Les coupures d'électricité et de chauffage, surtout en hiver. Les hausses de prix liées aux coûts de transport et de carburant. Les pénuries ponctuelles dans les magasins des grandes villes. Les difficultés accrues près de lignes de front seront intenses. L'économie ukrainienne subira des dommages sévères. Cette guerre d'usure économique va toucher le quotidien des Ukrainiens via le portefeuille. On assistera à une escalade purement sans limite côté russe et indifférente aux réactions médiatiques occidentales ou diplomatiques. Ça va augmenter clairement la souffrance du peuple ukrainien. La Russie n'a plus l'intention d'aller négocier avec les pays occidentaux européens, puisque, selon Moscou, c'est eux qui ont commencé. Ce sont les Occidentaux qui ont déclaré la guerre à la Russie. La Russie agira désormais en fonction de ses propres intérêts et ne fera aucune concession sous la pression. C'est l'Ukraine qui a commencé. C'est les Ukrainiens qui visaient les raffineries, qui visaient des centres commerciaux, qui visaient des civils. Résultat, la Russie riposte. Et cette riposte sera encore plus brutale. On l'écoute. Les Russes sont partis dans une espèce d'action de rétorsion qui vont être extrêmement dures. Et moi, j'ai toujours l'exemple de la guerre en Tchétchénie. La ville de Grozny, qui était la capitale, qui était le chef-lieu, comme on dit, a été littéralement rasée. Donc le problème avec Poutine, il faut faire attention, c'est qu'il est capable, en fait, de raser des villes comme ça. Donc on rappelle qu'il avait fait un ultimatum dans 40 jours, donc c'était fin 1er août. Oui. Je fais tout ce qu'il faut pour que le président russe vienne à table des négociations. Nous sommes 13 jours après, donc pratiquement la moitié. 2 semaines, rien. Ça ne cède pas en face. Donc on est obligé de changer de braquet. Maintenant, pour revenir à ces histoires de patriotes, puisqu'il faut parler chiffres quand même, aujourd'hui, d'après les sources américaines, il y a 850 missiles en stock. Oui. Patriotes aux États-Unis, 850. Donc ça fera qu'il en veut une quarantaine. Voilà, il en veut une quarantaine. Oui, mais... Combien de missiles russes ont été envoyés sur l'Ukraine au mois de juillet ? 350. Combien faut-il de missiles patriotes, selon les experts, pour en détruire un missile adverse ? 2. Oui. Donc vous voyez très rapidement que tous ces chiffres qu'on a en tête, ça ne correspond pas à la réalité militaire des choses, ni la vérité, je dirais, industrielle. Même avec 40 missiles patriotes que les Américains pourraient donner, et peut-être même une centaine donnés peut-être par les Polonais s'ils les avaient, vous voyez bien que de toute façon la couverture aérienne de l'Ukraine n'aurait pas lieu tant que les Russes seront capables de produire 150 à 300 missiles, je crois, par mois. Tous les jours, ces médias français se contredisent. En réalité, ils n'ont pas les moyens d'arrêter la Russie. Si les États-Unis n'arrivent pas à faire plier l'Iran, ce n'est certainement pas une Europe affaiblie, désindustrialisée, soumise et dépendante de Washington DC qui pourra protéger l'Ukraine contre des frappes massives et des troupes russes au sol qui continuent d'avancer. Il ne faut pas rêver. Les trolls n'aiment pas les chiffres, mais la réalité est brutale. Peu importe le nombre de missiles que les pays européens fourniront, les discours des dirigeants de l'OTAN, l'Ukraine ne s'en sort pas et l'OTAN ne parvient pas à inverser le rapport de force. À ce rythme, plus la guerre se prolonge, plus ces destructions s'accumulent et plus l'Ukraine risque de sortir durablement ravagée de ce conflit. Cela fait 4 ans qu'ils envoient des milliards d'euros et du matériel de guerre à l'Ukraine. Ils ont préféré mettre leur propre population en difficulté pour, au final, enrichir une élite ukrainienne largement décriée pour sa corruption. Ils pensaient affaiblir la Russie, mais c'est finalement la Russie qui les affaiblit considérablement. Ce qui est frappant chez les Occidentaux, c'est qu'ils savent que les armes envoyées à l'Ukraine ne suffisent pas à inverser le rapport de force et risquent surtout de prolonger une guerre qui épuise l'Europe occidentale. Pendant ce temps, ce sont les Ukrainiens qui payent le prix fort. Et oui. L'AES, heureusement, quand il s'agit du Mali, du Burkina Faso ou du Niger, les dirigeants européens et leurs trolls africains affirment que 70% du territoire serait contrôlé par les terreaux, tout en exigeant malgré tout l'organisation d'élections. Ils appellent ça la démocratie occidentale. Il faudrait la respecter, c'est bien. Si l'on suit leur raisonnement, l'AES devrait organiser des élections avec des fantômes. Mais quand il s'agit de l'Ukraine, le président Macron qui affirme que la Russie n'avance plus, qu'elle a perdu la guerre et qu'elle ne contrôlerait qu'1% du territoire, 1%, pas 2, mais 1, ne devrait pas organiser d'élections. Et la comédie occidentale va plus loin. Zelensky présente les élections comme un tsunami, à la limite une catastrophe naturelle. Et les Européens sont parfaitement d'accord avec lui, alors même que le président Macron affirme que la Russie ne contrôle qu'environ
1% du territoire ukrainien. Et attention, je ne fais que reprendre leurs propres arguments. Résumons. Demain, ils finiront peut-être par nous expliquer que le JNIM ou l'État islamique au Sahel sont simplement des groupes rebelles ou des résistants. Qu'Al-Qaïda serait composé de Maliens, de Burkinabés et de Nigériens qui ne cherchent qu'à apporter la paix dans les pays sahéliens, qui veulent la démocratie et n'ont jamais éliminé les civils. Ou alors, lorsqu'on organise des élections en temps de guerre, il faudrait désormais les organiser uniquement dans la capitale politique et ignorer les autres villes. Mais ça, visiblement, c'est un gros coup pour les États-Unis. L'Iran dit avoir reçu une invitation de la part de l'Arabie Saoudite pour rejoindre le pacte mutuel de défense. Et c'est incroyable aujourd'hui qu'après les gestes d'hostilité d'Oman vis-à-vis des États-Unis, qui commencent à vouloir tracter un accord sur Hormuz en dehors des États-Unis, aujourd'hui les questions de l'Arabie Saoudite qui manifeste sa volonté de faire rejoindre l'Iran dans le pacte de défense, incluant le Pakistan, qui est un État nucléaire. Alors à ce stade, mesdames et messieurs, il faut s'en dire que les États-Unis, c'est visiblement un coup très dur. Il y a visiblement une déchirure et un rejet complet des États-Unis dans la région du Golfe Persique. À voir l'Iran aujourd'hui qui se voit invité par l'Arabie Saoudite en géopolitique et en géostratégie, ce geste est très significatif et parle beaucoup. L'Arabie Saoudite n'exprime pas une volonté manifeste d'une rupture vis-à-vis des États-Unis. Mais le fait aujourd'hui que l'Iran se voit invité par l'Arabie Saoudite pour rejoindre le pacte tripartite de défense mutuelle en ce qui concerne le Pakistan, la Turquie et l'Arabie Saoudite, c'est très parleur. Et les États-Unis seraient-ils en train de perdre aujourd'hui visiblement la main sur toute la région du Golfe Persique? C'est très terrible pour les États-Unis. Si aujourd'hui l'Arabie Saoudite vient rejoindre également Oman, qui s'en est allé tracter des accords avec l'Iran en dehors des États-Unis, alors là la rupture est factuelle. Et les États-Unis aujourd'hui sont en train de vivre visiblement un rejet total de tous les pays du Golfe Persique. Ce n'est qu'une question de temps. Visiblement, les bases américaines, dans bientôt, vont plier bagage au vu des destructions énormes qui sont déjà causées de la part de l'Iran. Maintenant, la question qui reste à savoir dans tout ça, est-ce que l'Iran va accepter cette invitation de la part de l'Arabie Saoudite? Compte tenu qu'aujourd'hui, il est clair qu'entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis, il existe des accords et des bases militaires américaines qui sont sur le sol saoudien. Est-ce que l'Iran va accepter cette invitation? Parce qu'il ne faut pas l'oublier, dans cet accord tripartite, il y a des pays membres de l'OTAN. En ce qui concerne l'Arabie Saoudite, aujourd'hui, l'Iran, qui mène sa bataille contre un pays de l'OTAN, les États-Unis, se retrouver à être intégré